La Juventus de Turin a un nouveau patron et il est français. Son nom, c'est Damien Comolli, un nom qui, pour les connaisseurs, déchaîne les passions et divise aussi profondément. Et croyez-moi, je suis bien placé pour le savoir, parce qu'en tant que supporter stéphanois, je garde pas spécialement un très très bon souvenir de Damien Comolli. Parce que pour nous, les Stéphanois, Comolli, c'est le souvenir d'un échec, d'un dirigeant autoritaire, incapable de dialogue, qui a quitté le club, à deux reprises d'ailleurs, sous les critiques, et en ayant dilapidé pas mal d'argent. Mais si vous allez à Toulouse, un peu plus au sud, où il était président jusqu'à peu, le son de cloche est quand même assez différent parce que là-bas, les supporters seront probablement moins durs que les Stéphanois. Comolli, c'est l'homme qui a pris un club en ruine en Ligue 2 pour le hisser jusqu'à la victoire en Coupe de France et aussi pour hisser le club dans une épopée européenne. Alors comment un même homme peut-il laisser une image d'un côté dans un club de fossoyeur et de l'autre une image de sauveur? C'est toute la question, parce que derrière ce nom se cachent en fait deux visages qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. La Juventus, l'un des plus grands clubs du monde, et c'est aussi le club que je supporte le plus que Saint-Étienne, a mis son avenir entre ses mains. Alors est-ce que c'est un coup de génie ou alors la plus grosse erreur de la décennie pour la vieille dame? Dans cette vidéo, on va décrypter le parcours en montagne russe de Damien Comolli, de ses échecs cuisants à ses réussites spectaculaires pour comprendre quel visage la Juve a réellement recruté. Et accrochez-vous parce que le voyage, il est quand même mouvementé. Avant d'être le dirigeant qui divise, Damien Comolli, c'est avant tout un disciple. C'est un homme de l'ombre qui a été repéré au début des années 90 par l'un des plus grands esprits du football de l'époque, Arsène Wenger. Et c'est sous son aile, d'abord à Monaco puis à Arsenal, que Damien Comolli va apprendre le métier. Il va développer son œil et se forger une réputation de recruteur redoutable, capable de dénicher les talents de demain. C'est une rampe de lancement vraiment idéale pour sa nouvelle carrière. Et fort de cette crédibilité auprès de Wenger, qu'il a construite donc à, à Monaco puis à Arsenal, Comolli veut passer de l'ombre à la lumière. Et il rentre en France en 2004 pour son premier grand poste de directeur au sein de l'AS Saint-Étienne en tant que directeur sportif. Et c'est là que les premières fissures vont apparaître. Parce que loin d'être un succès, son passage est décrit comme un véritable échec par le président de l'époque, Bernard Cayazo, qui est lui-même pas un exemple, un modèle de vertu et un modèle de réussite pour Saint-Étienne, surtout sur les dernières années. Et les mots que Bernard Cayazo va employer seront d'une rare violence, puisque, je le cite, il va dire de Comolli qu'il faut de l'humilité dans le football, et Damien était convaincu d'avoir raison à 100% du temps. Le dialogue avec lui était impossible. Fin de citation. Le problème avec Damien Comolli, c'est qu'il avait à Saint-Étienne un style de management déjà perçu comme autocratique. Il avait toujours le dernier mot sur tous les transferts, il imposait même des joueurs que l'entraîneur n'avait parfois jamais vus, et c'est une méthode qui a mené le club au bord de la crise avec des recrutements absolument catastrophiques lors de ses deux passages à Saint-Étienne. Et le portrait d'un homme rigide, incapable de compromis, est déjà esquissé. Alors on pourrait croire que cette première expérience ratée lui avait servi de leçon. Mais Comolli rebondit et pas n'importe où. Il retourne en première ligue, puisqu'avant il était à Arsenal avec Wenger, et il va à Tottenham. Et c'est là que le personnage devient absolument fascinant parce que d'un côté, son flair de recruteur commence à faire ses preuves. C'est lui qui est derrière notamment les arrivées de deux futures légendes du club, ou du moins de deux légendes du football moderne, à savoir Luka Modric et d'autre part Gareth Bale. Mais de l'autre côté, l'histoire se répète. Il a un conflit frontal qui va éclater avec le manager de l'époque, le charismatique Harry Redknapp. Et ce dernier ne veut pas de directeur sportif, il veut le contrôle total sur son équipe. Comolli, lui, il veut imposer sa vision à long terme, persuadé que sans lui, le club passerait à côté de ses joyaux. Il dira même plus tard que s'il n'avait pas été là pour tenir tête à son coach, Tottenham n'aurait jamais recruté Modric ou Bale, et c'est une vision qu'autre une autre, et c'était un véritable choc des égaux. Et pour quel résultat? On le connaît, le club choisit de soutenir son entraîneur, et Damien Comolli est une nouvelle fois licencié. Le message est clair, Comolli a du talent pour dénicher des pépites, c'est parfois réel, même si c'était pas forcément vraiment le cas à Saint-Étienne, mais sa capacité à travailler en harmonie dans une structure où il ne détient pas tous les leviers de pouvoir est-elle sérieusement remise en question? Et ses premières fractures à Saint-Étienne et à Tottenham, ce sont que les prémices du véritable séisme qui l'attend à Liverpool, qui est le véritable point noir sur son CV. Et c'est ce chapitre qui me donne aujourd'hui des sueurs froides en tant que supporter de la Juventus. On est donc en 2010, Liverpool est racheté par des propriétaires américains qui s'appellent Fenway Sport Group. C'est les rois de la data qui ont révolutionné l'univers du baseball avec leur méthode Moneyball. Si vous n'avez pas la référence, je vous invite vraiment à regarder le film. C'est le film avec Brad Pitt, ultra connu. Dans ce film,
ils s'appuient beaucoup sur la data. Et pour appliquer cette révolution au football, ils ont besoin d'un homme, et cet homme, c'est Damien Comolli. C'est la rencontre parfaite, le projet d'une vie. Comolli, il arrive avec une mission claire, en finir avec le recrutement à l'instinct et imposer un modèle purement analytique. Fini les intuitions, place aux statistiques. Et au début, on peut dire que la magie, elle opère. Son premier coup de maître, c'est le recrutement de l'attaquant uruguayen de l'Ajax, un certain Luis Suarez, qu'on connaît tous, pour un peu plus de 22 millions d'euros. C'est un transfert qui va s'avérer être l'un des meilleurs de l'histoire du club, et la méthode, à ce moment-là, elle semble validée. Mais un mercato, vous le savez aussi bien que moi, ça dure que quelques semaines, et la pression du football, en plus de haut niveau, peut faire voler en éclats les plus belles stratégies. Et le tournant arrive le 31 janvier 2011, avec le départ de la star de l'équipe de l'époque, à savoir Fernando Torres, qui a forcé son départ pour Chelsea à la dernière minute, pour un montant record d'ailleurs de 50 millions d'euros. Liverpool a donc obtenu quand même une coquette somme d'argent, mais l'équipe se retrouve sans attaquant vedette. Et à quelques heures de la fin du mercato, la panique s'installe, le plan data, la vision à long terme, tout est mis de côté pour répondre à l'urgence. Ce pourquoi Comolli avait été nommé. Il avait été nommé pour éviter ce genre de situation. Et dans cette panique, Comolli va commettre l'une des plus grosses erreurs de casting de l'histoire de la première ligne, parce que pour remplacer le très technique Torres, il va jeter son dévolu sur Andy Carroll, un attaquant de Newcastle. Le prix, 35 millions de livres. C'était un record pour un joueur britannique à l'époque, et un montant aussi astronomique pour un joueur qui n'avait alors que 14 buts en première ligue à son actif. Comolli l'admettra lui-même quelques années plus tard, il savait qu'il payait bien au-delà de sa valeur. Et le résultat, c'est un fiasco total, un flop vraiment monumental, puisque Carroll, il a eu un bilan famélique de 11 buts en 58 matchs et il devient vraiment le symbole du gaspillage d'argent de Liverpool. Mais le problème, c'est que le désastre, il s'est pas arrêté là. Dans la foulée, Comolli, il a aussi dépensé pas moins de 20 millions de livres sterling pour recruter Stewart Downing. C'était un ailier recruté sur la base de ses statistiques de chances créées, entre guillemets, c'était une forme de data, une forme de stats. Et sur le terrain, la réalité, elle est cruelle. Downing, il a terminé sa première saison avec un 0 pointé, 0 but, 0 passe décisive en 36 matchs de championnat. Le club avait aussi recruté Charlie Adam pour un montant de près de 7 millions de livres, qui restera qu'un an au final, ce joueur. Et au total, en 17 mois, ce sont près de 115 millions de livres qui ont été dépensés par Liverpool pour une équipe qui sportivement régresse et termine à une triste 8e place. C'était vraiment le Liverpool un peu sale, vraiment moche, qui jouait même plus la Ligue des Champions. Et pour les propriétaires américains, les apôtres de la data et de l'efficacité, c'est la folie, ils sont vraiment furieux. Ils voient leur argent partir en fumée, leur projet Moneyball se transformer en Money Burn, si vous permettez le jeu de mots. Et ils vont pas pardonner ça à Comolli, puisqu'en avril 2012, il est licencié sans ménagement. La raison officielle invoquée par les dirigeants, c'est un gaspillage d'argent sur des joueurs qui n'ont pas performé. Et la sanction, elle est aussi brutale que le bilan est mauvais, tant sur le plan financier que sportif. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais encore une fois, à cette époque, Liverpool faisait vraiment de la peine à voir et était rarement bien classé en championnat. Et comme si ce désastre financier ne suffisait pas, le passage de Comolli à Liverpool, il est aussi entaché par une erreur de gestion bien plus profonde, une erreur de gestion humaine, de management, et peut-être même une erreur morale, parce que je parle bien sûr de l'affaire Luis Suarez-Patrice Evra. Pour ceux qui ont oublié ou qui ne connaissent pas cette affaire, en octobre 2011, Suarez est accusé d'avoir proféré des insultes racistes envers le défenseur de Manchester United. C'est une situation explosive qui demande forcément du sang-froid dans sa gestion, du recul et du discernement. Mais Liverpool et sa direction, portée par Comolli, vont faire tout l'inverse. Le club va décider de soutenir son joueur de manière aveugle et inconditionnelle. Et l'image qui restera dans les mémoires est celle des joueurs de Liverpool qui entrent sur le terrain avec des t-shirts de soutien à Suarez avant même que le jugement ne soit rendu. Aujourd'hui, on peut observer ça comme une erreur de communication gravissime qui pourrait choquer à l'époque actuelle. Alors le club va s'isoler et se couper de la réalité et donner parfois l'impression de nier les faits et la gravité des faits. Des années plus tard, on a même Damien Comolli qui reviendra sur cet épisode avec des mots très forts, avouant que ce fut, je cite, j'ouvre les guillemets, le pire moment de sa carrière. Comolli va donc reconnaître que le club a tout fait de travers, qu'ils se sont isolés du reste du monde et qu'ils ont laissé tomber le football. Et cet aveu est honnête, mais il est arrivé bien tard, beaucoup trop tard. Parce qu'au moment des faits, cette affaire a révélé un manque de jugement et une gestion de crise qui était absolument catastrophique. Et pour un club de la stature de la Juventus, où Comolli est donc maintenant le directeur général, un club comme la Juve, où chaque parole est scrutée, où l'image et l'institution sont sacrées, cette facette du personnage Comolli, elle est peut-être encore plus inquiétante que le transfert raté d'Andy Carroll,
parce que ça prouve que sous pression, il peut être capable de prendre des décisions qui nuisent profondément à l'image et aux valeurs du club qu'il représente. Bon, ça fait 10 minutes là qu'on parle de Comolli et que je lui en mets plein la gueule. Mais est-ce que ce dossier, il est déjà clos? Est-ce qu'il faut simplement le classer dans la catégorie des dirigeants impulsifs, des erreurs de casting coûteuses? Bah pas si vite parce que j'ai quand même envie de lui donner une petite chance. Et puis, il faut un peu que je sois objectif. Et pour comprendre la complexité du personnage, il faut suivre son histoire jusqu'au bout. Je vous invite donc à traverser avec moi la Manche et à atterrir à Toulouse. Et là, l'histoire n'est plus tout à fait la même parce que ce qu'il a accompli entre 2020 et 2024, c'est un cas d'école de réussite, il faut bien le reconnaître. En 2020, le Toulouse Football Club, c'est un club en immense difficulté. Les Toulousains sont fraîchement relégués en Ligue 2. Moralement et sportivement, ils sont logiquement au plus bas. Et c'est un véritable champ de ruines, ce club, à ce moment-là. Et c'est là que Damien Comolli, porté à nouveau par des Américains, des nouveaux propriétaires américains, Redbird Capital, il débarque avec un projet pharaonique, tout raser, pour tout reconstruire. Sa méthode, celle qui avait donc échoué à Liverpool, il va l'appliquer à Toulouse avec une discipline de fer, une rigueur quasi religieuse. Son obsession, son mot d'ordre, c'est toujours la data. L'analyse de données devient le cœur du réacteur. Il l'applique vraiment à tout. Au recrutement, bien sûr, en allant dénicher des inconnus dans des championnats danois ou néerlandais, comme Rasmus Nicholsen, Mikkel Dessler ou Tige Dalinga. Il l'applique au style de jeu, en exigeant un football offensif et précis. Il l'applique même à la gestion des salaires pour optimiser chaque euro dépensé. Et les résultats, il faut bien le reconnaître, ne se sont pas trop fait attendre, parce que dès sa deuxième saison, Toulouse survole la Ligue 2 et est sacré champion avec la meilleure attaque du championnat. Le retour en Ligue 1 est donc assuré, mais c'est que le début. Parce que l'année suivante, en 2023, Comolli va vraiment accomplir l'impensable avec l'équipe de Toulouse, puisque Toulouse remporte la Coupe de France en écrasant Nantes en finale 5-1. C'est le premier titre majeur du club depuis 1957, c'est une performance vraiment historique qui rend la fierté à toute une ville et qui qualifie le club pour la Coupe d'Europe. L'apothéose, le symbole absolu de cette rédemption, elle aura lieu quelques mois plus tard lors d'un match en Ligue Europa. Toulouse affronte alors Liverpool, son ancien club, celui qui l'avait humilié et licencié pour incompétence. Et ce soir-là, le TFC de Comolli bat le Liverpool de club 3-2 dans un match vraiment épique. La revanche pour Comolli, elle est totale, et la validation de sa méthode, elle est éclatante, on va dire. Alors, quelle est la différence? Pourquoi ce qui a échoué en Angleterre a-t-il si brillamment réussi en France? La réponse, elle tient probablement en un seul mot, le pouvoir. Parce qu'à Toulouse, Comolli, c'est pas juste un directeur sportif, il est le président. Il a les pleins pouvoirs, il a le contrôle total, et il le dit lui-même, c'est moi le responsable final, si nous décidons quelque chose, tout le club doit s'aligner. Il n'y a pas de manager avec qui entrer en conflit, pas de propriétaire avec qui négocier chaque décision, c'est lui l'architecte, c'est lui le chef de chantier. Quand on lui donne les clés et que l'alignement est total sans aucune interférence, sa vision fonctionne à la perfection visiblement. Et le succès toulousain prouve peut-être que sa méthode n'était pas forcément le problème. Le problème, c'était le contexte. Alors que retenir de tout ça? Comment peut-on réconcilier le fiasco de Liverpool avec le triomphe de Toulouse? Vous l'avez compris, on n'est pas face à un dirigeant ordinaire. On est face à un homme à deux visages, deux facettes si opposées qu'elles pourraient appartenir à deux personnes différentes. C'est un peu le Dr Jekyll et Mr Hyde du management sportif. D'un côté, il y a le Dr Jekyll, le visionnaire, l'innovateur obsessionnel, celui qui a une voire deux longueurs d'avance sur le football à l'ancienne. C'est un homme qui croit profondément que le succès n'est pas une question de magie ou de tradition, mais une science. Et son but, sa quête, c'est d'éliminer le plus d'incertitudes possible. Dans son monde, le hasard est un ennemi à abattre, et la data est son arme la plus puissante. Il ne voit pas des joueurs, il voit des actifs, des profils statistiques, des courbes de performance. Et il ne recrute pas sur un coup de cœur, il investit sur la base d'un modèle prédictif. Cette approche qui nous paraît presque normale aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, était révolutionnaire il y a 10-15 ans. Et il a été l'un des tout premiers à vouloir l'imposer au plus haut niveau. C'est un bâtisseur, un architecte qui pense le football à long terme, et il regarde un club non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il pourrait devenir dans 5 ans, à condition de suivre son plan à la lettre. C'est ce Comolli-là qui a vu le potentiel de Modric, qui a cru en Anderson, quand tout le monde doutait des qualités de ce joueur, et qui a su redonner de la stabilité au TFC à partir de rien. Mais de l'autre côté, il y a le fameux Mr Hyde.
Et ce qui déclenche la transformation, c'est une seule et même chose, la contradiction. Le Comoli visionnaire ne peut exister sans un contrôle absolu. Dès qu'il sent une résistance, une remise en question de sa méthode, ou pire qu'il doit partager le pouvoir, il devient un tout autre dirigeant. C'est un homme autoritaire, intransigeant, incapable du moindre compromis. C'est le Comoli qui entre en conflit ouvert avec ses entraîneurs, comme à Tottenham, c'est celui qui refuse le dialogue, comme à Saint-Étienne, c'est celui qui, face à la pression et au manque de soutien de ses propriétaires à Liverpool, panique et dépense des fortunes de manière irrationnelle, trahissant ses propres principes. Son leadership n'est pas flexible, c'est un homme binaire, un système 0 ou 1, soit on lui donne tout, et il peut réussir des choses intéressantes, soit on lui met des bâtons dans les roues, et là le système il implose. Pour lui, une suggestion n'est pas une aide, c'est une interférence. Un désaccord n'est pas une discussion pour lui, c'est une trahison de sa vision. Il a besoin d'un alignement total, presque militaire. Et le plus fascinant, c'est que lui-même en est parfaitement conscient. Il a offert lui-même la clé de son propre décodage dans une interview avec une lucidité désarmante où il a dit lui-même, et je le cite, «J'étais inutile quand les gens me micromanageaient par le passé. Inutile. Le mot est terrible, mais il est juste. Il ne sait pas faire autrement. Il ne peut pas opérer dans un environnement où son autorité est contestée. Il n'est pas diplomate, il n'est pas politicien, il est un commandant en chef qui a besoin d'une obéissance totale pour mener ses troupes à la victoire. En résumé, son mode de fonctionnement est limpide. La condition numéro 1 de sa réussite, c'est la confiance aveugle et le pouvoir total. Il faut que toute la structure, du propriétaire au responsable du matériel, soit entièrement dédiée à sa vision. La condition numéro 2, c'est la patience. Ses plans sont conçus sur le long terme. Il faut accepter de potentiels échecs à court terme pour récolter les fruits plus tard, comme ce fut le cas pour Jordan Anderson, Gareth Bale ou Modric. Et la condition numéro 3, c'est l'absence de contre-pouvoir fort à ses côtés, notamment un entraîneur à l'ego surdimensionné qui voudrait contrôler le recrutement. Si une seule de ces conditions n'est pas remplie, le visionnaire s'efface pour laisser place à un dirigeant en conflit permanent et la machine se grippe violemment. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter? Après avoir tout analysé, les résultats comme les échecs, ma réponse, c'est oui. L'inquiétude, elle est légitime et elle est même nécessaire. D'abord parce que la Juventus, c'est pas Toulouse. Avec tout le respect que j'ai pour les Toulousains, le club italien joue quand même pas dans la même cour. C'est pas une page blanche sur laquelle un architecte peut dessiner son projet sans aucune contrainte. C'est un monstre institutionnel, un géant avec une histoire, une culture et un poids qui peuvent broyer les plus fortes personnalités. Là où Comoli a réussi, c'est quand il avait carte blanche. Mais à la Juventus, c'est clair qu'il n'aura pas carte blanche. Il devra composer avec une direction, avec un président qui a ses propres idées et surtout avec une pression médiatique et populaire vraiment immense où chaque défaite est une crise nationale contrairement à Toulouse. Et ce contexte, c'est le cocktail explosif parfait pour faire ressortir sa part d'ombre. C'est le terreau idéal pour ses faiblesses. Le risque de voir ressurgir le Comoli de Liverpool, celui qui, sous la pression, entre en conflit avec sa direction, se heurte à son coach sur un transfert ou est incapable de gérer les égos d'un vestiaire de stars, ce risque, il est bien réel. Et à la question de savoir s'il est seulement compétent, ce dont je ne suis pas non plus ultra convaincu, s'ajoute la question de savoir s'il est compatible. Et l'histoire nous a montré que son système d'exploitation n'est pas compatible avec une structure aussi complexe et puissante que celle de la Juventus. Le danger, c'est pas qu'il échoue, c'est qu'il entre en collision. Et dans un choc entre un homme et une institution comme la Juve, c'est rarement l'institution qui perd, même si ça va contribuer fortement au déclassement de ce club mythique pendant quelques saisons. Et pour parler justement de l'institution, aujourd'hui je pense que le club doit faire face à 3 défis majeurs pour revenir au sommet du football italien et dans l'élite européenne. Le premier défi pour moi concerne l'identité et les valeurs du club qui sont à la dérive. Comment expliquer ça? Déjà parce que le club est dirigé depuis quelques saisons par des comptables qui ont fait table rase des dirigeants historiques avec l'ADN Juventus, comme Nedved notamment. Et Comoli, justement, il n'a pas l'ADN Juventus. Il n'y a jamais évolué. Il n'a même pas évolué, ne serait-ce qu'en Italie. Le seul point positif sur ce premier défi, c'est l'intégration de Giorgio Chiellini, qui est une icône moderne du club. Giorgio sera directeur de la stratégie football, et cette nomination représente une réponse concrète à la volonté de réintégrer l'héritage du club au sein de la direction. Il faudra donc que Giorgio Chiellini soit suffisamment fort pour ancrer les valeurs fondamentales de la Juventus dans la nouvelle structure. Comoli, il a aussi décidé de conserver Igor Tudor comme manager de l'équipe première, même si je suis vraiment pas convaincu parce que Igor Tudor a démontré ces derniers mois,
Au moins, il a le mérite de connaître la culture juive et devrait être en capacité de la diffuser à son collectif. Le second défi majeur de la Juventus, c'est de retrouver entre guillemets de l'italianité dans son effectif. La Juve est à la base le fournisseur majeur de joueurs à l'équipe nationale. Une Juventus en bonne santé, c'est une nationale qui gagne et inversement. Le problème dans la nomination de Comoli, c'est qu'il y connaît rien au marché italien. Et son expérience récente dans les différentes équipes qu'il a dirigées le démontre, parce qu'il n'a jamais recruté d'Italiens. La stratégie globale de recrutement de Comoli repose sur les données et la recherche du meilleur rapport qualité-prix. À aucun moment la nationalité du joueur entre en jeu dans sa prise de décision. Et enfin, le troisième défi sera d'avoir une politique de recrutement efficace en évitant de payer le prix trop fort des joueurs médiocres et éloignés des valeurs du club. Et ça fait écho d'une part à l'italianité des recrues, mais aussi d'autre part à ce que Comoli doit démontrer dans ses qualités à ce sujet-là. À mes yeux, il est capable du meilleur comme du pire, et il est très loin du niveau d'anciens dirigeants de la Juve, comme Marotta ou Paratici. Et vous le voyez, malgré les quelques motifs d'espoir extrêmement minces, sa nomination, elle ne me convainc absolument pas. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette nomination? Est-ce que vous pensez que Comoli, au regard de tout ce que je vous ai dit, est un choix cohérent pour un club comme la Juventus? Bah, venez me le dire en commentaire, le débat est ouvert. Si cette analyse qui mêle le sport, la stratégie, le leadership vous a plu, alors n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu à la chaîne pour me soutenir et puis surtout de vous abonner pour rien manquer et bien sûr d'activer cette fameuse cloche pour être prévenu des prochaines études de cas. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.